Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, au Mali, les résultats du second tour des législatives sont connus. L'échéance électorale a pour objectif de réorganiser l'Assemblée nationale. Malgré le faible taux de participation, le Rassemblement pour le Mali est donné vainqueur. Le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta a en effet raflé 43 sièges sur 147. L'état de santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État de la République démocratique du Congo, s'est fortement dégradé. Mis en détention provisoire dans le cadre d'une présumée affaire de corruption, l'homme âgé de 61 ans souffre d'un syndrome respiratoire. Et nous prendrons ensuite la direction de l'Algérie où la lutte contre les fake news s'intensifie. La criminalisation de ces fausses informations a été adoptée à travers une réforme du code pénal en ces temps de pandémie où ces informations se propagent encore trop rapidement. Alors que les Maliens se rendaient aux urnes le dimanche 19 avril, les résultats du second tour de la législative sont déjà connus. Un second tour qui aurait été boudé par les électeurs. En effet, on dénombre un taux de participation de l'ordre de 35%, annoncé ce jeudi par le ministre de l'Administration territoriale. Ces résultats donnent vainqueur le Rassemblement pour le Mali, parti du président Ibrahim Boubacar Keïta, avec 43 députés sur 147 à l'Assemblée nationale. Ange Bijounomigno. Les résultats provisoires du second tour des élections législatives sont connus au Mali. Le parti présidentiel Rassemblement pour le Mali, RMP, remporte la mise avec 43 sièges sur 147, sans majorité absolue. Il est suivi de l'ADEMA, son allié, qui remporte 23 sièges, et de l'URD, qui en a raflé 19. Avec 43 sièges, le parti présidentiel va devoir nouer des alliances pour obtenir une majorité. Fondamentalement, je ne crois pas à une cohabitation au Mali. On verra deux choses. Vous verrez des partis qui vont négocier leur adhésion à la majorité et vous aurez également ce qu'on appelle les transhumances politiques. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de députés qui vont se faire acheter pour rejoindre la majorité. Le taux de participation s'est levé à 35,3% pour ces élections. Le scrutin avait été maintenu malgré les violences djihadistes et le nouveau coronavirus. Mais pour le Mali, l'objectif était de renouveler un parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s'achever en 2018. La grande surprise, c'est peut-être le recul du parti majoritaire, le RPN. De façon générale, la configuration reflète un peu l'échiquier politique national. Les résultats provisoires du second tour doivent être validés par la Cour constitutionnelle du Mali. Soumaïla Cissé, quant à lui, reste toujours en otage dans le nord du Mali depuis près d'un mois. Selon les résultats provisoires, il est arrivé premier dans la capitale Bamako et troisième au niveau national. En République démocratique du Congo, l'état de santé de Vital Kamerhe préoccupe. Le chef de cabinet du président Félix Tshisekedi est en effet atteint d'un syndrome respiratoire, alors que la demande de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe est toujours pendante. Son état de santé pourrait remettre en cause la tenue de son procès, déjà annoncé par les autorités. Marcel Farba-Maroun. Mise en détention provisoire dans le cadre d'une présumée affaire de corruption, l'état de santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, âgé de 61 ans, s'est fortement dégradé au point de nécessiter une intervention. Le rapport médical numéro 56 émis en date du 24 avril, après 2 jours d'examen par le médecin hospitalier de la prison de Makala, le docteur Baloko, étant des plus alarmants. Nous avons examiné le patient ce 22 avril. Après avoir été consulté par un cardiologue, celui-ci a décidé de la pose d'un holter. Suite au résultat des examens, la spirométrie pour le fonctionnement pulmonaire met en évidence un syndrome respiratoire. Nous recommandons avec avis des spécialistes une meilleure prise en charge en milieu hospitalier, mieux équipé, doté d'un équipement avec respirateur en service d'urgence bien équipé. Des inquiétudes qui viennent alourdir l'imbroglio juridique autour de la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe. Face aux difficultés à rassembler des preuves évidentes de la culpabilité du directeur de cabinet,
Des tensions vives ont éclaté entre les magistrats en charge de l'instruction dans ce dossier et ses ramifications. Le juge Mouteba Fwimbo, accusant clairement le premier président de la Cour d'appel de vouloir leur imposer sa position, de bafouer l'état de droit et le principe d'indépendance, a choisi de se déporter. Il sera imité dans un autre cadre par le juge Samoutondi Ikomba Sali. Des ingérences politiques et diverses à plus haut niveau dans le dossier judiciaire de Vital Kamerhe qui ont amené le président de la Cour constitutionnelle à faire un rappel cinglant au vice-premier ministre Tunda Wakasende, membre du FCC, parti de l'ancien président Joseph Kabila et pourfendeur. Je relève l'inopportunité de votre visite car l'organisation des échanges relatifs au dossier judiciaire en cours et l'examen des diverses autres questions débordent le cadre normatif de la politique judiciaire et entrent en conflit avec l'article 151 de la Constitution ainsi libellé. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction aux juges dans l'exercice de la juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. La demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe est toujours pendante. Au cœur de cet imbroglio juridique, les récriminations par ses partisans d'un acharnement politique et d'une volonté d'humiliation prennent de l'ampleur. Un projet de réforme du code pénal criminalisant la diffusion de fausses informations a été adopté en Algérie. Le projet est présenté dans le cadre d'une réforme du code pénal. Les nouvelles dispositions prises dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 prévoient de très lourdes sanctions. Une partie de l'opposition dénonce des lois liberticides. Zahra Mohamed Moutou, commentaire Ange Bijouno-Ménio. En Algérie, le Parlement introduit de nouvelles mesures au sein du Code pénal. Les nouvelles dispositions ont été adoptées mercredi 22 avril. Elles visent à criminaliser la diffusion d'informations jugées fausses et susceptibles, selon le gouvernement, de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité nationale, notamment en cette période de crise sanitaire. Il s'est répandu dernièrement suite au grand progrès des médias et de la technologie, puisque leurs auteurs exploitent les réseaux sociaux pour semer l'effroi chez le citoyen, avec une prolifération du phénomène lors de crises ou de conjonctures exceptionnelles. Selon la nouvelle législation, les auteurs de fake news sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison, une condamnation pouvant être doublée en cas de récidive. Une partie de l'opposition dénonce ces mesures qu'elle qualifie de liberticides. À l'Assemblée populaire nationale, le Rassemblement pour la culture et la démocratie a d'ailleurs boycotté le vote. Le parti avait appelé au retrait du projet de loi. Les médias officiels, qu'ils soient privés ou publics, disent que tout va bien, qu'on maîtrise, et dans ces réseaux sociaux, on dit que tout va mal, qu'on gère très mal cette crise sanitaire. Donc, ça va être aussi une occasion de faire taire les gens, parce que jusqu'ici, les gens pratiquement témoignaient à visage découvert. Donc, cette loi, elle est destinée beaucoup plus à étouffer tout simplement les citoyens algériens pour ne plus dire la vérité, pour ne plus s'exprimer, tout simplement. Depuis le début de l'épidémie, liée au nouveau coronavirus, de nombreuses interpellations et poursuites ont été opérées, impliquant des personnes que les autorités accusent d'être à l'origine de la diffusion de fausses informations. Reporters sans frontières a manifesté ses inquiétudes quant au nouveau code pénal algérien. L'ONG craint une détérioration de la liberté de la presse dans le pays. L'inclusion financière est loin d'être acquise en Afrique, où moins de 50% de la population a accès à des services financiers. Des statistiques qui s'expliquent par le coût élevé des offres financières sur le continent. Le cloud computing s'avère une solution efficace pour réduire les coûts opérationnels liés aux activités bancaires. Nathalie Mo. Seuls 41% des 700 millions d'Africains sont financièrement inclus. Cela est dû au coût élevé de la fourniture de services financiers en Afrique. Le cloud computing crée une opportunité pour les fournisseurs de services financiers. Cette technologie financière permet de repenser les dépenses technologiques et de réduire considérablement les coûts. Donc le cloud computing est donc l'accès à la demande de ces services informatiques à travers Internet. En d'autres termes, une entreprise ou un utilisateur désirant un service informatique particulier peut approcher un fournisseur et ne payer que pour ce service. En Afrique, le cloud computing peut être particulièrement compétitif pour les petits établissements bancaires. Dans ces petits marchés où les compétences spécialisées en TIC sont rares, le cloud computing peut atténuer une contrainte opérationnelle critique.
Déjà, on sait qu'un tiers ou 2 tiers du capital expenditure des banques va sur l'acquisition et la maintenance du système bancaire informatisé. Il y a quand même un manque d'experts en maintenance et sécurité des systèmes informatiques bancaires. À travers le cloud computing, les institutions financières sur le continent peuvent utiliser le Banking as a Service, un système bancaire contenant tous les services financiers à travers Internet. Selon des experts, les approches des régulateurs du secteur financier africain en matière de cloud banking sont en cours d'élaboration. Ils appellent également les opérateurs de télécommunications à revoir leurs coûts à la baisse pour faciliter l'implémentation de cette technologie. Bon, Covid-19, c'est le nom des bons que la BCEAO compte émettre pour soutenir ses États membres. D'une maturité de 3 mois, ces bons seront émis sur le marché financier régional et serviront à faire face aux dépenses immédiates liées à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les précisions d'Ange Bijou-Nomenio. Le Fonds international de développement agricole FIDA a annoncé qu'il soutiendrait avec 40 millions de dollars les agriculteurs et communautés rurales dont les moyens d'existence sont menacés par les conséquences liées à la pandémie de coronavirus. Ce fonds dénommé Mécanisme Covid-19 de relance ciblera la production agricole, l'élevage et la pêche. Il aidera les producteurs à accéder au marché et aux services financiers ruraux ainsi qu'aux services numériques malgré la restriction des déplacements ou le confinement. En plus de sa propre participation, le FIDA a également lancé un appel à une mobilisation de 200 millions de dollars supplémentaires auprès notamment du secteur privé et des États membres. Prenons à présent la direction du Kenya. Le Kenya, où la production de café s'élève actuellement à 40 000 tonnes par an. Le gouvernement espère porter la production à 100 000 tonnes par an. Dans cette optique, le ministre kenyan de l'Agriculture vient de lancer un plan de relance d'une valeur de 1,5 milliard de shillings. Nathalie Mo. Relance de la culture de café au Kenya. Le ministère de l'Agriculture a lancé un plan de revitalisation de 1,5 milliard de shillings dans les principaux bassins de production du pays. Les agents du ministère de l'Agriculture ont été chargés d'identifier les goulots d'étranglement dans la production de café dans chaque comté et d'offrir une solution sur mesure aux agriculteurs. Ce qui fait que le contrôle de la productivité du café au Kenya est géré par l'État kenyan qui est à tous les niveaux de l'opérationnalisation et de la compétitivité de ce produit. Le café du Kenya s'élève actuellement à 40 000 tonnes par an. Le gouvernement espère porter la production à 100 000 tonnes par an. Pour atteindre ces objectifs, l'exécutif kényan compte mettre l'accent sur l'amélioration de la production et de la qualité du café dans le pays en baisse constante. Ce qui fait que le Kenya travaille très fort pour que la traçabilité de son café soit satisfaisante pour entrer dans des marchés contingentés comme le marché européen et le marché d'Amérique du Nord. En janvier, le président Uhuru Kenyatta a annoncé un ensemble de mesures axées sur la gouvernance des secteurs du thé, du lait et du café. Le programme sera financé par un prêt concessionnel de la Banque mondiale et sera étendu au reste du pays d'ici septembre 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.